Soif de culture. Soif de culture. Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno. Animé par Richard Boussinotte. Bienvenue à votre balado agricole Soleno, Soif de culture. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Villemure. Guillaume Villemure est une figure bien connue dans la sphère régionale du recyclage. Actuellement directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno. Il capitalise sur son expérience acquise au cours de ses fonctions antérieures. Soleno Recyclage en tant que directeur du développement et des approvisionnements ainsi que chez Groupe RCM Incorporé. Doté d'un ensemble de compétences solides englobant le recyclage, les plastiques, l'économie circulaire, l'approvisionnement responsable, le développement durable, le marketing et bien d'autres domaines, Guillaume Villemure apporte des informations précieuses à l'industrie. C'est ce qu'on va découvrir encore plus aujourd'hui avec votre balado agricole Soleno, Soif de culture. Alors, bienvenue à cette série de balados agricoles. Puis en commençant aujourd'hui, Soleno, j'aimerais vous rappeler mon invité. En fait, c'est un collègue de travail. Donc, ça va être probablement plus le tu que le vous. D'ailleurs, mon invité est plus jeune que l'intervieweur. Guillaume Villemure, comment ça va? On va le reprendre. Guillaume Villemure, comment ça va? Très bien, toi, Richard? Oui, très bien. Guillaume, écoute, on va parler aujourd'hui de recyclage, bien entendu, parce que Soleno est un leader extrêmement important au Québec, au Canada, dans le recyclage, dans la matière de plastique. On va tout démêler ça, on va tout expliquer ça aux gens là, dans ce qu'on appelle le PEHD. Ou le petit pictogramme sur vos contenants, qui est le numéro 2. Tu vas tout nous expliquer ça tantôt. Mais juste avant, Guillaume, moi, je veux juste qu'on recule un petit peu. Je disais souvent à la blague, puis je peux te le dire, parce qu'on était collègues de travail, qu'on a l'impression qu'on a toujours vu Guillaume sortir la tête du bac, parce que tu as toujours été dans le recyclage. On t'a connu beaucoup dans le recyclage. Mais avant d'arriver, tu es arrivé comment au recyclage? Ben en fait, tu as bien raison, Richard. Je me vois pas mal plus comme un titulaire de bac de recyclage qu'un baccalauréat en quelques disciplines que ce soit. Mais comme bien des carrières, ça commence par quelque chose de temporaire. Donc, un travail à l'université. Mais comme on sait, autant dans l'agriculture que dans l'industrie de la construction, il n'y a rien de plus permanent que du temporaire. Donc, j'ai commencé avec un petit travail universitaire sur le recyclage. À l'époque, c'était Groupe RCM. Puis... 20 quelques années plus tard, j'ai réalisé que le temporaire était très permanent. Groupe RCM, pour situer les gens, qui est situé à Yamachiche? Exactement. Yamachiche, en Mauricie. En Mauricie. Donc, là, c'est un peu le même que tu étais arrivé dans la matière du plastique, en particulièrement dans le recyclage, mais du plastique. En deux temps. En fait, premier temps, j'étais venu travailler chez Groupe RCM en tant qu'étudiant. Donc, je m'occupais un peu de la logistique. Je dis je m'occupais, là, je remplaçais les gens au niveau de la logistique, puis également là, au niveau de l'expédition des ballots, puis même du tri. Donc, on me fait faire à peu près n'importe quoi dans l'usine de recyclage. Puis par la suite, en fait, j'ai fait un travail universitaire à l'époque sur un plan de relance d'une usine de triage de bacs bleus pour devenir un recycleur de plastique. C'était très visionnaire à l'époque, là, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, parce qu'on regarde aujourd'hui tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais Guillaume, j'ai une question, dans le fond. Est-ce que tes études universitaires t'emmenaient au recyclage? T'as-tu une branche? En quoi exactement? T'as pas tout ça? Non, pas du tout. J'étudiais en administration, en fait. Mais, à quelque part, l'administration, ça prend de l'administration dans tout, hein? Toute bonne entreprise, ça prend de l'administration. Ben, t'as tout à fait raison. Puis, tu sais, ultimement, c'est peut-être quand on vient de la campagne, ou c'est peut-être un préjugé, mais j'ai l'impression qu'on réutilise bien des choses en campagne. Donc, comme citoyen de Charette, là, je peux considérer qu'on est une très petite ville. Bien, c'est ça, je voudrais que tu mentionnes, parce que Charette, là, les gens nous entendent. Charette, c'est où ça, Charette? C'est en Mauricie, mais c'est proche d'un village connu. En fait, ça fait pas longtemps qu'on peut le dire, mais maintenant, on peut dire qu'on habite en banlieue de Saint-Élie-de-Caxton. C'est bon. Donc, évidemment, le célèbre conteur Fred Pellerin. Exactement. Justement, Fred, dans ses spectacles, riait de notre municipalité parce qu'on avait le train, mais on n'avait pas de gare. Donc, j'ai été à l'origine d'un comité citoyen pour bâtir une gare. Puis j'ai dit à notre ami Fred de ne plus utiliser Charette dans ses spectacles. Il va devoir changer sa vision de Charette dans ses spectacles. On a et le train et la gare maintenant. Guillaume, j'ai une note ici. Là. On dit, au lieu de puiser Soleno dans les combustibles fossiles, Guillaume Villemure mentionne puiser dans les bacs à recyclage pour produire des conduites de drainage en plastique de Soleno, éco-leader bénéficiant de la certification éco-responsable.
C'est une très belle phrase, Richard, que tu viens de dire. Ben oui, mais c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est ce que je me disais. Non, mais en fait, c'est parce que le recyclage, là, c'est une finalité en soi pour la plupart des citoyens, mais c'est le début d'une grande aventure pour bien des entreprises qui utilisent cette matière-là, parce que en fait, quand on se concentre comme il faut sur le bac de recyclage, là, c'est pas des poubelles qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est du plastique. Donc, entreprise de pétrochimie. C'est du papier puis du carton. Donc, des forêts, des arbres pour prendre la pulpe. C'est des métaux. Donc, tout le résidu minier, en fait, pas le résidu, mais en fait, les produits miniers qu'on va chercher, on les a dans notre bac de recyclage. Fait que quand on regarde ce bac-là avec un œil différent que de regarder seulement les déchets, on voit juste des matières premières qui sont déjà rendues chez les citoyens. Tu sais, Guillaume, dans le fond, je me souviens, on va jaser souvent, puis quand on fait un peu l'histoire, là, juste avant d'aller plus loin, mais tu sais, nos grands-parents ou nos parents, dans le fond, il y avait des méthodes à l'époque de compost. Aujourd'hui, on dit, hey, compost, t'es éco-responsable, mais ils compostaient. Tu sais, il y avait pas de sac en plastique, mais il y avait des sacs en papier brun. Mettez les épluches de patates dedans, ça compostait, on voyait ça dans le jardin. Non, mais c'est vrai pareil. Puis il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait te donner aussi. Ben, Richard, tu dis ça, puis lors de plusieurs... Parce que ça fait 20 ans, là, je travaille dans l'industrie du recyclage, puis aujourd'hui, je vais dire qu'en vendant des conduites chez nos marchands, je dis, je matérialise puis je concrétise le recyclage de 150 millions de contenants. Fait que tu sais, en bout de piste, j'ai longtemps dit dans des présentations, agissons un petit peu plus comme nos grands-parents, parce que le gaspillage n'existait pas. Peut-être quand tu as moins de moyens, tu fais plus attention, mais chose certaine, je vais prendre l'exemple commun. Mon grand-père n'avait pas de problème d'alcool, mais il y avait toujours une petite bouteille de brandy. En cas que. En cas. Tu fais un flat, tu peux te réchauffer. Donc, mon grand-père avait toujours une petite bouteille de brandy à quelques endroits que ce soit. Mais quand venait le temps... À des endroits stratégiques. Des endroits stratégiques, bien au frais. Mais quand venait le temps de faire le sirop d'érable, là, on prenait les 26 onces ou les 40 onces de brandy, puis on les réutilisait. Ça faisait un contenant merveilleux. Puis, son pot de beurre de peanut, là, puis vous avez peut-être déjà vu ça. À l'époque, il était en vitre. Puis, il y avait un couvert en métal. C'était un racatlou à vis extraordinaire. Donc, il te plantait une vis dans le couvert, puis il vissait ça en dessous. Puis, ultimement, là, ce qu'on achète aujourd'hui dans différents magasins pour classer nos vis ou nos clous, lui, en fait, il réutilisait un pot de beurre de peanut. Son pot de beurre de peanut, en fait, là, il l'achetait puis il suivait toute sa vie. Exactement. Il faisait partie de la chaîne de, comment on dit ça, le cycle de vie. On dit ça de même, non? Mais tu sais, aujourd'hui, on parle de cycle de vie, mais tu sais, eux autres, chaque chose qui leur passait entre les mains, ils trouvaient une façon de le réutiliser. Puis, c'est un bel exemple avec la nature, parce que la nature, elle gaspille jamais rien. Tout ce qu'on a l'impression qui est plus bon dans la nature, là, laisse-les là un petit bout de temps, tu vas voir que les micro-organismes vont trouver ça bien intéressant, ce qui était plus bon. Donc, quand je dis prendre l'exemple de nos grands-parents, peut-être avec les technologies d'aujourd'hui, parce qu'ultimement, il y a bien des choses qu'ils faisaient par rapport peut-être à un manque de connaissances qui n'avait pas vraiment de sens. Mais aujourd'hui, on peut les prendre en exemple, puis arrêter de gaspiller, puis de consommer à outrance. Puis après ça, avoir cette vision-là de réduction, réutilisation, ensuite recyclage, puis revalorisation. Guillaume, je rappelle mon invité, là, c'est Guillaume Villemur, il est directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno, mais il a aussi plus de 20 ans d'expérience dans le recyclage. Alors, Guillaume, il y a plein d'exemples qu'on va pouvoir donner, puis on va s'en venir tranquillement avec la matière qu'on recycle chez Soleno. Mais en fait, c'est RCM, dans le fond, l'entreprise qui t'a emmené là, chez Soleno. Tu as vécu des transformations, toi, avec RCM à Yamachiche. Là. Absolument. L'usine de Yamachiche, en fait, là, à l'époque, c'était une usine où on triait ni plus ni moins des bacs bleus pour la Mauricie, puis on transformait du papier. Donc, des rouleaux de papier endommagés. On faisait des petits rouleaux, puis des feuilles de papier qu'on revendait à des magasins... je vais donner un exemple. On prenait du craft, donc du papier brun, des gros rouleaux endommagés, puis on faisait des feuilles de 24 par 36. Ça, on vendait ça à l'industrie? On vendait ça pour... On vendait ça à l'époque là à une petite entreprise qui vendait tout au même prix. Ah, OK. Puis c'était un signe de dollar qui était l'image de l'entreprise. Donc, c'était très gros là, à qui on vendait. Mais on transformait ça, puis on appelait ça du papier stuffing. Donc, tu allais t'acheter des verres,
des trucs en porcelaine, des magnifiques bibelots que tu n'as pas le goût de recevoir à Noël. Oui. Fallait qu'ils les emballent pas que ça se brise. Ben, nous autres, on leur vendait du papier. OK. Puis on faisait également tous les embouts métalliques pour les papetières, pour mettre à chaque extrémité des grands rouleaux. Donc, on avait le recyclage du bac bleu, la transformation des embouts métalliques, puis également la transformation des gros rouleaux endommagés des papetières de la région, parce qu'on était en Mauricie. Donc, on avait des papetières qui faisaient du bon stock, puis des papetières qui faisaient du moins bon stock, puis nous autres, c'était le pas bon stock du tout qui nous intéressait. Donc, on était complètement dans le recyclage d'un bout à l'autre chez Groupe RCM. Puis, Groupe RCM, en même temps, c'est une entreprise à but non lucratif qui crée de l'emploi pour les personnes avec des limitations fonctionnelles. Une OSBL, ça? Ben, en fait, oui. C'est une entreprise à but non lucratif, mais en même temps, elle avait une mission sociale qui est de créer de l'emploi pour les personnes handicapées. Puis moi, ça me touchait personnellement, malgré qu'à l'époque, c'est drôle parce que le premier job que j'ai eu chez RCM à 16 ans, ils créent de l'emploi, puis vous autres, vous n'avez pas le droit de le dire parce que vous n'avez pas d'handicap, mais moi, j'ai le droit de le dire. Ils créent de l'emploi pour les personnes handicapées. Quand tu as 16 ans, on t'associe, tu dis « Ouais, ça, c'est une personne handicapée. » Tu sais, c'est pas ton choix nécessairement numéro un. Mais en vieillissant, à un moment donné, tu mets ces tabous-là de côté puis tu dis « Wow, quelle merveilleuse entreprise que de créer de l'emploi pour des personnes avec des limitations fonctionnelles ou des personnes handicapées. » Parce qu'ultimement, en vieillissant, tu te rends compte aussi que 10% de la population va vivre avec un handicap. Fait qu'il y a des entreprises qui ont une mission de créer de l'emploi pour les personnes, peu importe le type d'handicap qu'ils ont, tu dis, wow, ça en prend. Puis aujourd'hui, Soleno Textile, en fait, il y a environ 90 personnes qui travaillent ici à Yamachiche, dont une soixantaine peut-être avec des limitations soit physiques ou intellectuelles ou un petit handicap, quelque chose comme ça? Oui, exact. En fait, Richard, tu as fait une erreur. C'est pas Soleno Textile, Soleno Recyclage. J'ai dit Soleno. Non, c'est Soleno Recyclage. C'est vrai. Ça prouve que tu suis. Exactement. Je t'écoute, mon Richard. Donc, 65 personnes, je vais dire plus ou moins, là, ayant des limitations fonctionnelles. Puis, j'ai longtemps été porte-parole. Puis encore, quand l'occasion se présente, je parle de cette réalité-là qui est de vivre avec un handicap. Puis j'aime toujours dire aux gens dans l'assistance, juste pour refroidir les ardeurs des gens, puis en même temps les éveiller sur le fait que toute personne vivant sur Terre est un excellent candidat à devenir une personne handicapée. Donc, souvent, les gens disent « Hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. » Effectivement, que ce soit un accident de voiture, une maladie, ou comme j'aime dire à la blague, un mari jaloux, tout peut t'emmener à avoir un handicap, qu'il soit physique ou intellectuel. Donc, il y a ce côté social-là là, qui est chez RCM puis chez Soleno, dans Soleno Recyclage, qui donne un ADN vraiment différent à une entreprise, là, qui la rend très humaine. Mais toi, Guillaume, aujourd'hui, là, parce que tu touches à ce point-là, je pense que tu n'en parles, tu n'as pas de problème à en parler ouvertement. Dans ton cas, à toi, parce que là, on est évidemment, c'est de l'audio, donc les gens ne voient pas. Quand tu te déplaces avec une canne. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'un matin, tu t'es levé puis tu étais comme paralysé. C'est-tu un peu comme ça que c'est arrivé ou c'est arrivé, là? Je pense que c'est le matin. Non, drette de même, Richard. En fait, là, pour te donner une idée, là, j'ai joué Pee-Wee 2C. Parce que mon père ne voulait pas me charroyer pour le 2A. OK. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je veux dire, j'étais en forme, puis tout allait bien. Puis j'ai eu une petite douleur dans le cou. Je me suis réveillé un matin, puis paralysé du cou jusqu'au bout des orteils. Diagnostic tombe 2 semaines plus tard. Tumeur cervicale dans mon épinière. On va t'opérer. Ça prend 13h30. On t'enlève ça. Si elle est cancéreuse, on referme, puis prie fort, puis on va te donner des trucs forts. Ou si elle est bénigne, comme j'ai été chanceux, on va l'enlever, puis après ça, tu devras te battre comme un lion. C'est ce que j'ai fait. J'ai resté 11 mois et 3 semaines à l'hôpital. Mais tu n'avais eu aucun symptôme avant? Il n'y avait pas d'indication? Tu jouais au hockey, la vie est belle, on va à l'école, tout était normal? Tout était extrêmement normal. En fait, je jouais au hockey l'hiver comme un bon petit Québécois de ça. Je jouais au hockey l'hiver, je jouais au baseball l'été, puis je me chicanais avec mon frère et ma soeur. Un vrai Québécois. Exactement. Ah oui, puis c'est arrivé. Puis là, ben, il y a eu, j'imagine, après ça, il y a eu une réadaptation. Parce que là, aujourd'hui, tu es avec une canne, mais juste avant d'arriver, y a-tu d'autres? Est-ce qu'au début, c'était juste, ou tu as tout de suite tombé avec une canne, tu étais capable, c'est revenu ou tu as travaillé fort, de la physio, comment ça a été? Ah non, en fait, tu sais, quand je te dis 11 mois, 3 semaines, au début, là, tu sais, moi, je fais partie, j'aime ça dire ça aujourd'hui, je fais partie des enfants soleil, là. Moi, j'étais à Sainte-Justine, puis je veux dire, j'ai des enfants qui sont décédés à côté de moi. On était maganés, pas à peu près.
Puis après ça, on se ramasse d'un centre de réadaptation. C'est le centre de réadaptation Marie-Enfant, voisin de l'Institut de cardiologie à Montréal. Fait que le petit gars de Charette se ramasse que entre 13 et 14 ans, il habite à Montréal, c'est à rue Bélanger. Je me rappelle le soir, tu sais, tu vis des moments de détresse puis découragement. Puis dans ma chambre, je voyais le mât du stade olympique. Puis pour de vrai, Richard, là, je te compte ça, là, puis c'est pas drôle, mais en même temps, c'est ce qui fait que tu deviens un être différent. Le soir, là, avant de me coucher, là, je regardais le mât du stade, là, je broyais, là. Puis je me rappelle, ça faisait... Quand tu pleures, tu sais, les lumières, là, ils viennent comme des étoiles. Je regardais le mât du stade olympique, là, puis je voyais comme des étoiles qui montent au ciel. C'était de toute beauté. Faut le dire, tu avais 12 ans, 13 ans. 13 ans, je suis sorti, de 13 à 14, là, mais j'ai rencontré des gens en même temps, là, puis on s'éternisera pas trop là-dessus, là, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont un qui m'a donné une leçon de vie. Là. C'était le frère à Gaétan Giroir, tu sais, qui faisait l'émission. Oui, exactement. Donc, c'était Louis qui avait la dystrophie musculaire de Duchenne. Puis, tu sais, Louis, en fait, là, il était paralysé jusqu'au poumon. Tu sais, quand t'es paralysé jusque dans les poumons, puis il y avait un respirateur artificiel. Puis, il a fait une maîtrise en... Il a fait des grandes études. En fait, il a fait une maîtrise en poésie. En poésie. Moi, je comprenais pas. Mais en fait, j'étais fier de lui. Parce que dans sa situation, il a repoussé les limites. Puis des exemples de combattants dans cette réalité-là, il y en avait plein. Puis il y a des amis que j'ai rencontrés à cette époque-là que je vois encore aujourd'hui. Fait qu'un moment donné, il y en avait un, puis après ça, je vais arrêter. Oui. Quand il s'est marié, puis tout, j'ai dit, tu sais, dans la vie, il arrive des épreuves, puis on comprend pas la signification nécessairement au départ. Mais quand je te regarde, je comprends pourquoi j'ai dû vivre ça en ta compagnie. Puis aujourd'hui, je dis merci de te connaître. Guillaume Villemure est mon invité. Guillaume, en fait, est directeur régional des ventes secteur résidentiel chez Soleno. Puis là, on va y arriver, mais on parle de recyclage parce que Soleno, maintenant, est un important, recycleur dans la matière de plastique parce qu'évidemment, on fabrique des conduites en polyéthylène, donc le drain, les ponceaux et tout ça. Guillaume, je voudrais qu'on explique aux gens qu'est-ce qu'on recycle puis l'importance, le petit geste qu'ils font chez eux parce que des fois, quand on explique aux gens, des fois qu'un contenant n'a pas une durée de vie qui est très longue, les gens, ils restent la bouche ouverte. Ils disent, ah ouais, on ne savait pas. Alors, Soleno, d'abord, on recycle quelle matière de plastique exactement? En fait, nous, c'est les contenants de polyéthylène haute densité, donc PEH2. Quand vous prenez, je vais donner un des exemples très, très simples, là. Votre bouteille d'eau de Javel ou votre bouteille de lave-glace. Quand vous la tournez en dessous, là, vous voyez un petit logo qui ressemble à un triangle. C'est la croix de Mobius. Puis la croix de Mobius. Oui, parce qu'il y a bien des gens là, mais si tu l'expliques, si je te pose la question, c'est quoi la croix de Mobius, c'est ça? Mobius. En fait, Mobius. C'est un monsieur, Mobius, en fait. Là, okay. Je pense que je le prononce comme il faut. Là. Puis en fait, c'était pour donner un guide. Dire que c'est fait de matière recyclée ou recyclable, mais vous irez lire sur les internets, vous allez voir la définition complète, mais c'est la croix de Mobius, puis en fait, on voit à l'intérieur un petit chiffre, c'est marqué 2. Puis ce petit chiffre-là, en fait, il signifie polyéthylène haute densité. Donc, vous allez le voir, des fois, ça va être marqué PEH2, puis des fois, ça va être marqué HDPE. C'est très simple de comprendre. C'est qu'il y en a un, ça veut dire polyéthylène haute densité, puis l'autre, ça veut dire high density polyéthylène. Donc, ça veut exactement dire la même chose. On l'a dans les deux langues. Exactement. On l'a dans les deux langues. Puis, donnez juste quelques exemples, Guillaume, de numéro... En fait, là, de pictogramme de numéro 2. Bon, on a parlé des contenants de lave-glace, on a parlé des contenants d'eau de Javel, mais dans le quotidien des gens, des fois, il y a plein d'autres affaires aussi qui sont faites de ce même plastique qu'on peut recycler. Oui, bien, en fait, pour rester dans les contenants, là, je vais dire la bouteille d'huile, okay, que vous voyez souvent. Le bidon dans les laiteries. Tu sais, souvent, il y a tous les bidons pour nettoyer les systèmes. Là. Comme on dit en bon français, le ball tank. Le ball tank, des savons, puis certains... Exactement. Donc, ils sont tous faits en polyéthylène haute densité. Après ça, que dire? La moutarde, souvent, est en polyéthylène haute densité. Ensuite, il y a le beau petit contenant là, de sirop d'érable, comme gris beige, là, avec le bouchon plus foncé, qui est en polyéthylène haute densité. Sinon, le plus petit que je connais, là, c'est le dégivreur de serrure. Tu sais lequel, le sel? À cette heure, on n'a plus de serrure, mais tu sais, à l'époque, on avait tout ça en quelque part pour faire un push-push
si jamais tu as la Switch qui gèle. Puis moi, je vais te donner peut-être un autre exemple, Guillaume. Les gens qui, des fois, on a des gens de l'agriculture qui nous écoutent. Tout le monde nous écoute dans différentes sphères. Mais exemple, vous allez avoir chez vous, à la ferme, exemple, le tuyau, ce qu'on appelle le tuyau à l'eau, communément appelé, là, une marque commerciale, le fameux tuyau de Carlon. C'est du PEHD également qui est utilisé. Le polythène qui protège les balles de foin, ça en est ça aussi également. C'est le même type de... Ben, en fait, je vais apporter une petite nuance, là, puis moi, c'est par passion puis par expérience, là. Les deux exemples, c'est des polyéthylènes. Mais maintenant, il existe différents types de polyéthylène. Nous autres, on a parlé de polyéthylène haute densité. Le fameux Carlon, tu sais, quand tu vas le manipuler, là, à moins qu'il fasse moins 20, tu vas voir qu'il est un peu plus flexible. Donc, c'est un polyéthylène, mais de moyenne densité. Puis ensuite de ça, quand tu vas tomber dans la pellicule, communément appelée le polythène, tu sais, tu l'as transparente, mais dans l'industrie agricole, on a tout l'ensilage qui est protégé par ça. Mais ultimement, lui, c'est un polyéthylène, mais de basse densité. Donc, souvent, on va voir, là, ça va être comparable à un sac de plastique avec la croix de Moebius, mais c'est marqué numéro 4 à l'intérieur. Fait que c'est un polyéthylène, mais avec une densité basse. Donc, il est très, très souple. Tu sais, comparativement, mettons, à un polyéthylène haute densité qui va servir... Exemple, ton bac de recyclage, il est fait en polyéthylène haute densité. Lui, on pourrait le recycler. Le bac de recyclage, il se recycle. T'as bien raison, Charles. C'est ça quand même. Mais c'est dans la famille des polyéthylènes. Exactement. C'est dans la famille des polyéthylènes. Parce que Soleno, on fait énormément aussi de recherche, il faut le dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Soleno fait énormément de recherche. On est avancé, on est rendu très loin aussi également dans la recherche des plastiques. Absolument. En fait, tu sais, ce qui nous passionne aussi chez Soleno, c'est de s'intéresser aux gisements de matière qui n'ont pas de solution, dont les pellicules, je vais dire, plastiques, qui sont plus sales. Donc, tu sais, ça nous intéresse parce que ces matières-là, actuellement, se ramassent soit à l'incinération, soit directement au vidange. Puis on essaie de l'intégrer dans des solutions qu'on a actuellement, donc nos solutions de drainage, ou ultimement, peut-être dans d'autres produits qui vont être fabriqués chez Soleno. Parce que, on est une jeune entreprise québécoise qui a le vent d'un voile. Puis on a toutes les solutions pour le contrôle, la maîtrise de l'eau. Mais ultimement, on veut continuer à croître. Puis ce qui nous intéresse dans ces matières-là, c'est le potentiel de développer des nouveaux produits ou des produits complémentaires à l'offre qu'on a déjà actuellement. On a une phrase, en fait, chez Soleno, je pense qu'on l'a dans notre vidéo corporative, Guillaume, qui dit que nous, on voit ça comme une opportunité. Il y a quelque chose, tu sais, on voit pas ça comme un déchet, on voit ça comme une opportunité, quelque chose comme ça. Je pense, là, je me demande si ça vient pas de toi ou pas loin, là, bref, là. Ouais, mais c'est quand on avait fait la capsule avec un de nos partenaires majeurs, le Tricentris, là, on disait où est-ce que vous voyez une fin? Nous, on voit le début. Donc, c'était vraiment le contenant. Parce que les contenants qu'on recycle chez Soleno, là, puis je vais le dire, puis quitte à me répéter, là, on recycle 150 millions de contenants par année. Donc, le plastique numéro 2, là, que maintenant on connaît bien, là, normalement, il y a une durée de vie qu'on évalue de 30 à 90 jours à la maison. C'est pas beaucoup. Donc, tu sais, en fait, 1 à 3 mois. By the way, ta pinte de lait. Oui. Ta pinte de lait, c'est un contenant numéro 2. Elle fait pas 3 mois. Ben, elle, normalement ou idéalement, elle fait pas 3 mois. Mais ça se peut que ton contenant d'huile, dans le garage, il dure plus longtemps que ça, puis ton contenant d'eau de javel, by the way, il peut durer plus qu'un mois, plus que 2 mois. Fait qu'on dit 1 à 3 mois. Mais... Donc, juste pour imaginer ça, pour les gens qui sont avec nous, là, exemple, je prendrais un contenant de savon à détersive, là, tu sais, pour le linge, exemple. Fait que sa durée de vie peut pas dépasser à peu près 90 jours. C'est une moyenne. On dit entre 0. La journée qu'on met le liquide dedans, à la dernière brassée, c'est-tu pas mal ça, Guillaume? Ben, t'as raison, Richard. Mais là, je vais t'apporter dans ma sphère de recyclage. Okay. Dans ton monde de recyclage. Là, je t'amène dans mon monde. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours dit à ma chérie que le 200 brassé marqué sur le contenant, là, ça, c'est un défi. OK? Faut que tu le battes. Faut que tu le battes. Puis, tu sais, ultimement, ton contenant, là, quand tu penses qu'il n'y en a plus dedans, là, t'es bon pour 2 brassés encore. J'appelle ça la théorie du radin. Tu comprends? Pour être bon dans le recyclage, faut que tu sois un peu cheap. Faut que tu fasses attention puis t'étires la durée de vie de tout. Parce que, ultimement, nous autres, on recycle 150 millions de contenants. OK? On va mettre 1 millilitre de moutarde, avec 3 millilitres d'eau de javel, avec 5 millilitres de savon à lessive, avec 10 millilitres de crème, t'imagines ce que ça fait. Fait que moi, quand je faisais une présentation, je disais tout le temps,
avant de penser à recycler, là, évitez de gaspiller. Tu l'as payé, le savon. Prends-les au complet parce que le recycleur, il en veut pas. Fait qu'il y a un gros rôle pour l'État, en fait, là, puis en même temps, les recycleurs n'ont pas le choix de mettre la main à la pâte, là, mais il y a un gros rôle au niveau de la population de dire « Hey, attends un peu, ton contenant, en fait, là, tu passes pas pour un cheap, tu passes pour un bon recycleur si tu le finis au complet. C'est juste logique d'éviter de gaspiller la ressource à la base. » Ça s'est-tu amélioré? Est-ce que les gens nettoient un peu le contenant ou ils l'envoient sale encore? Ça s'est-tu amélioré? Avec, parce que ça fait quand même plus que 20 ans, Guillaume, que tu en as vu de toi et ça, parce qu'au début, au moment donné, on disait, ouais, les gens, il faudrait qu'ils fassent juste plus attention. Ils recyclent, oui, mais on envoie ça dans le bac, mais on porte pas trop attention. Ils font-tu plus, là? Ça arrive-tu plus propre, plus beau? J'ai de la misère à répondre à ta question, Charles, mais je vais quand même faire une tentative. C'est-tu parce que tu la comprends pas bien ou tu veux pas trop répondre? Non, je la comprends très bien. Non, mais vas-y poliment. C'est pas ça, c'est parce que j'avais déjà donné une entrevue à un média là, régional ici, puis dire le cynisme médiatique nuit à l'environnement. Puis en fait, ce que je voulais en dire, c'est que faut parler très positivement de l'environnement. Puis je sais bien pas c'est qui ce monsieur Pareto-là, tu sais, la règle du 80-20, là, mais elle doit s'appliquer là-dedans. J'ai l'impression que 80% de la population font un excellent travail, mais ce qui va intéresser souvent les médias, c'est le 20% qui est mal fait. Est-ce qu'il y a une amélioration? Je me permets de croire que oui. Les matières sont sans doute de plus en plus propres. On éduque la population, on éduque les jeunes générations à faire attention. Puis en même temps, la matière, il faut qu'elle aille dans le bac de recyclage si elle va dans le bac de recyclage. Puis ultimement, il y a une éducation à donner, mais ça prend une certaine curiosité de la part des citoyens aussi, de s'informer. Moi, je veux dire, la personne qui dit « Ouais, mais ça, c'est des Kleenex, fait que, tu sais, je peux les mettre dans le bac, ça reste du papier. » Je sais, mais tu t'es mouché dedans, tu sais, puis c'est des êtres humains qui vont trier ça. Après ça, tu me dis « Bah, je suis obligé de rincer mon contenant. » Tu sais, si tu fais la vaisselle à la main, rince-les donc. C'est pas plus d'ouvrage, ça prend pas plus d'eau. Fait que donne-y une petite shot dans le fond du cygne, comme on dit en bon français. Ça va être plus facile pour les gens qui trient au centre de tri. Exactement, mais tu sais, je veux dire, de là à le laver, c'est une autre histoire. Fait que finis tes contenants, tu sais, évite le gaspillage, rince-moi ça avec un petit coup d'eau, puis mets ça dans le bac. Donc, Guillaume, mais évidemment, je vais recommencer ma question parce que tu m'as répondu un bout, mais ça s'est-tu amélioré, oui ou non? Les Québécois sont-tu mieux dans le recyclage? Oui, absolument. Les gens recyclent. Les gens recyclent, pour la plupart, recyclent bien. Après ça, ce qui nous intéresse, c'est, je vais dire, les aberrations pour expliquer aux gens comment bien recycler. Tu sais, je veux dire, quand on arrive au printemps, là, il va toujours y en avoir qui vont dire « Ah, nos jardins, ça doit être en plastique, ça. Elle est plus bonne, sac dans le bac. » En fait, c'est des histoires comme ça qu'on va raconter. Tu sais. Le bac de recyclage, en fait, il est fait pour mettre ce que tu as dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain, puis dans le cabanon, mais creuse pas trop creux. Tu sais, tu comprends? Ton pipe wrench, là, surveille ton numéro. Est en acier, mais tu sais, le centre de tri n'a pas été fait pour trier des pipe wrench. Exactement. Mais Guillaume, juste avant qu'on va s'identifier, on va faire une pause, mais juste avant, tu sais, quand même, ça fait plus de 20 ans là, que t'as fait du recyclage, tout ça, t'es dans le domaine. Là, il y a eu 2 générations. Donc, on le voit là, que les jeunes également qui prennent la place sont beaucoup plus sensibles. Pas que les gens avant ne l'étaient pas, sauf que c'était comme dans les coutumes, c'était comme ça. Puis il n'y avait peut-être pas aussi l'accessibilité à dire que c'était plus facile de recycler il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Tout le monde a à peu près 2 à 3 bacs dans les maisons. Les villes sont plus sensibilisées à ça. Tout le monde est plus sensibilisé. Fait que c'est sûr que ça s'est amélioré. Ben absolument. Il y a un certain tri sélectif, puis les enfants à l'école, ils l'apprennent, puis on leur explique comment ça fonctionne. Donc, on arrive avec une population qui connaît davantage le recyclage. On a démocratisé toute cette information-là. Puis je veux dire, il y a plein de grandes entreprises aujourd'hui qui gravitent autour de l'industrie du recyclage. Fait que tu me demandes, est-ce que ça s'est amélioré définitivement? Oui. Est-ce que c'est parfait? Non, on se mettra pas des lunettes roses, mais il y a quelque chose de beaucoup mieux à recycler que d'envoyer à l'enfouissement, creuser un trou, puis d'en mettre le plus possible dans un endroit. Là. Parfait. Je rappelle mon invité, Guillaume Villemur, est directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno. Nous, on va juste s'identifier 15 secondes, on vous revient tout de suite. Soif de culture. Soif de culture, le balado des experts du monde agricole présenté par Soleno. Animé par Richard Bossinotte.
Vous écoutez le balado agricole Soleno. On est de retour à la deuxième partie. Merci d'être avec nous. Mon invité, Guillaume Villemure, directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno. Et puis, aujourd'hui, évidemment, parce que c'est un balado soif de culture, on parle de l'agriculture, puis Soleno est très impliqué dans le recyclage depuis de nombreuses années. Et effectivement, beaucoup des produits qu'on recycle, mais il va se retrouver particulièrement dans le drainage agricole. Alors, Guillaume, j'ai des petites questions en rafale. Là. On a déjà vu des types d'émissions, questions en rafale. Hein. Alors, quels sont les défis pour Soleno d'intégrer des pratiques, en fait, durables dans sa chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les matières premières? Bien, défi, il y en a plusieurs. Là. C'est de trouver les bons partenaires d'affaires, les bons fournisseurs pour avoir une matière en quantité et en qualité suffisante. Mais tu sais, au travers un défi, un enjeu, il y a souvent des opportunités. Je te donne l'exemple qui me vient en tête rapidement. J'étais directeur des approvisionnements, dont j'achetais toutes les matières premières pour fabriquer nos différents types de conduites. Puis quand la COVID a frappé, en fait, je peux vous dire que de s'approvisionner du golfe du Mexique en matière vierge, ça pouvait devenir très problématique. Mais ultimement, quand tu t'approvisionnes localement, donc encourager l'économie locale, les bacs de recyclage, là, c'est assez dur d'être plus local puis d'avoir plus les deux pieds dedans. Fait que, tu sais, en fait, il y a des enjeux en termes de qualité. Il faut nettoyer tout ça, il faut retrier la matière, et ainsi de suite. Mais ultimement, elle est déjà dans notre cours. Fait que c'est un gros avantage. En termes d'enjeux, ben justement, ça a été de développer les bons fournisseurs, puis ensuite de développer toutes les technologies pour traiter cette matière-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on utilise une matière résiduelle pour fabriquer un produit certifié. Donc, en bout de piste, quand il sort de nos usines, le produit était certifié. Donc, on a pris vraiment le résidu de monsieur, madame, tout le monde, puis on a fait un produit qui a passé une batterie de tests, puis ils ont tous passé. On peut avoir une traçabilité, à la limite, je pense, de tous nos produits qu'on transforme, là, en fait, la matière. En fait, Richard, tu tombes dans une de mes ombres de fantasmes assez étranges, mais ultimement, on pourrait suivre le contenant. Puis j'ai toujours aimé faire l'image, justement, puis le parallèle avec l'agriculture. Ultimement, ton contenant de lave-glace que tu mets dans le bac de recyclage, je vais dire à Terrebonne, il va s'en aller chez Tricentris à Terrebonne. Il va être séparé en polyéthylène haute densité. À ce temps, tout le monde connaît le PEHD numéro 2. Donc, le numéro 2, on va le granuler, on va le laver à notre usine de Yamachiche, puis on va fabriquer un drain, sans doute, à Saint-Jean-sur-Richelieu avec ce même contenant-là. Puis, ultimement, il pourrait être revendu à un producteur maraîcher de Terrebonne. Donc, on aurait pu suivre sa bouteille, puis sa bouteille qui est mise dans le bac de recyclage, elle va servir à avoir des récoltes abondantes. Imagine, fait que Madame Brossard, exemple, pour reprendre une vieille expression de Brossard, met un contenant de lave-glace dans son bac, on pourrait le suivre, puis on pourrait lui dire, votre plastique est rendu là-bas, madame. Il est rendu à telle place, chez telle ferme. On n'est pas loin de ça. Exact, tu sais, c'est sûr. Avec le rôle que j'ai actuellement, comme dans les ventes résidentielles, donc souvent dans les quincailleries, ultimement, les gens mettent leur contenant dans le bac, puis après ça, ça va lui servir à drainer leur fondation de maison. Le nouveau concept qui existe aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Puis je vais dire, comme j'ai dit, mot qu'on entend souvent, c'est ça. Au début, je travaillais dans le recyclage. Après ça, j'ai travaillé dans le développement durable. Maintenant, je suis dans l'économie circulaire. Puis je vais dire, comme je dis souvent, tu sais, l'économie circulaire, c'est beau, mais ça dépend de la grosseur du rond. C'est comme le reste, Guillaume, ça se raffine. Parlant de raffinage, en fait, si je te dirais, quels sont les investissements technologiques que l'entreprise a mis en place, le Soleno, au cours des dernières années, pour faire de Soleno une référence dans le secteur de recyclage? Écoute, c'est assez innovateur ce que Soleno a fait également dans le recyclage, là. Ben absolument, tu sais, je veux dire, en termes de nettoyage, de traitement, d'économie d'eau, c'est toujours des gros investissements, tu sais. Là, 20 ans, dans le fond, on parlait d'un système de lavage. Là. Je veux dire, je peux vous dire que j'avais designé ça avec les moyens du bord. Aujourd'hui, il y a des hautes technologies parce que faut comprendre qu'avant de faire le geste, pas en fait le geste, mais de produire la conduite. Tu sais, produire la conduite en extrusion, pour toi puis moi, Richard, c'est bien simple. Mais ultimement, c'est un peu comme un moulin à viande, mais sauf qu'il y a du plastique dedans puis ça chauffe. Donc, on pousse le tuyau vers la fin. Mais la filtration, là, avant de se rendre au tuyau, là, un cheveu d'humain ne passe pas. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point un grain de sable ne passera pas non plus.
Donc, il y a toute la filtration puis la gestion de ces matières-là qui a demandé beaucoup d'efforts technologiques. Puis, tu sais, aussi banal que ça puisse paraître, on transporte ce qu'on appelle du flocon de plastique. Donc, c'est moins à mode aujourd'hui, mais tu sais, dans les mariages, quand ils jetaient des confitis, oui. C'est une image, mais ça ressemble à ça. C'est ça, on fait des confitis de plastique. Ouais. Puis, pas charroyer, c'est pas le bon terme, mais transporter, convoyer, transporter des confitis de plastique versus des petites billes de matière vierge. Il faut que tu revoies tout ton système de transport de matière première. Puis comme on sait, les gens sont réticents au changement. Quand tu arrives d'une usine, il faut que tu convainques le monde aussi que c'est une bonne idée de bloquer le ligne. Exact. Guillaume, en fait, parce qu'il y a plein de questions, puis souvent on va dire, ouais, on a l'impression. D'abord, il faut expliquer, on ne l'a peut-être pas dit aux gens, mais le PEHD qu'on recycle, ou quand vous allez mettre votre contenant dans le bac bleu, comme on l'a dit en dessous, là, le petit pictogramme. Je dis le pictogramme, c'est plus facile, me semble, à retenir le nom, le numéro 2. Nous, là, Soleno, on récupère tout ça. Même qu'on recycle de plus en plus au Québec, mais on en a besoin encore. Où je vais en venir avec ça, Guillaume, c'est que dans ce plastique-là, quand on va le passer une deuxième fois, maintenant, il y a des tests, des nombreux tests qui sont faits. On dit la durée de vie. On peut garantir maintenant 100 ans. On sait que ça va faire plus que 100 ans, mais ce que je veux dire aux gens, c'est très, 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 très durable. Ben, en fait, Richard, t'as tellement raison, parce que nous, quand on fabrique la conduite, le polyéthylène il est rendu à sa deuxième vie. Donc, ta bouteille de savon à lessive est rendue à sa deuxième vie. Puis, on a démontré de façon scientifique qu'avec la matière recyclée, donc toutes tes bouteilles mélangées ensemble, on peut faire un produit de qualité égale et même supérieure à de la résine vierge. C'est simple, la résine vierge, en fait, le but, c'est qu'elle la sorte au moins cher possible. Donc, les fabricants vont fabriquer toutes sortes de types de contenants et vont devoir mettre des additifs à l'intérieur pour qu'ils résistent au UV, pour qu'ils résistent à de l'abrasion causée par tel type de liquide, puis ainsi de suite. Mais ultimement, nous, quand on prend tous ces mélanges-là de différents types de contenants, on met nos propres additifs, donc ça, c'est notre recette personnelle. On réussit à faire vraiment une conduite d'une très, très grande qualité qui va souvent, puis dépendamment de ce qu'on décide de produire, dépasser haut la main un produit fait en matière vierge. On m'avait marqué, en fait, parce que des fois, on va m'aider, on prépare des questions, tu sais, quand même, on est toute une équipe, puis on dit dans les mesures de changement. Bon, on entend souvent parler de changement climatique, mais c'est pas juste le changement climatique aussi, Guillaume, comme la façon de faire des gens aujourd'hui. Tout le monde est sensibilisé, oui, il y a les changements climatiques, on entend parler souvent, mais on fait plus comme il y a 20 ans, tu sais, puis on fait plus on fait les choses différentes. On dit, les changements climatiques influencent-ils la stratégie du Soleno en matière de recyclage dans le secteur agricole? Mais ça fait quand même longtemps qu'on recycle, on peut... En fait, est-ce que ça change... Tu sais, Soleno, en fait, c'est un précurseur dans le recyclage de contenants plastique. Puis au début, il ne fallait pas trop le dire. Là. Ben c'est là que je m'en allais dire, c'est que, tu sais, ultimement, mon début, Soleno, c'était mon client, je vendais du plastique, puis moi, j'étais bien fier de ce qu'on faisait, là, mais... Les gens ne voulaient pas trop savoir parce que c'était pas nécessairement associé à de la qualité, là, le recyclage. Tu sais, ça sonnait marché aux puces un peu au début. Puis en l'espace de quelques années, on est passé de devoir le faire un petit peu en cachette à dire, regardez, ça c'est un modèle d'avenir. C'est comme ça qu'on veut travailler plus tard. Fait que tu sais, encore une fois, l'enjeu de l'époque est devenu l'opportunité d'aujourd'hui. Ouais. Puis même, je me rappelle à l'époque, on avait des grandes entreprises, tu sais, je veux dire, qui se vantaient de faire ça en matière vierge, comparativement à nous qui commençaient à en parler, qu'on faisait ça en matière recyclée. Puis aujourd'hui, ils ont tous changé le fusil d'épaule. Il n'y a plus personne aujourd'hui, Guillaume, qui dit qu'il fait ça avec de la résine vierge. D'ailleurs, il serait très mal vu, mais sauf que Soleno, on était des précurseurs, autant dans le drainage agricole que dans les conduites également. Ça, c'est important de le mentionner. Puis moi, j'ai vu les changements, parce que toi, tu es en quincaillerie, moi, je suis en agriculture forêt actuellement, puis je vois les changements énormes, là, énormes, depuis 3-4 ans. Là. Maintenant, là, tu mentionnes que tu recycles, puis c'est tes nouveaux amis. Là. C'est incroyable. Fait que c'est un peu ce que je disais aussi tantôt, tu sais, depuis 20 ans, ça fait 20 ans que tu n'en parles, tout le monde y croit, puis ça a commencé avant, puis là, on voit les changements, on voit comment ça s'installe également. Là, on voit le changement qui est là. Il est palpable. Guillaume, si on parle d'initiatives spécifiques pour encourager le recyclage des déchets agricoles, bien, ça, nous, ça fait longtemps qu'on y participe.
Ben absolument. En fait, je pense que pour en nommer un, là, je veux dire, avec Agri-Récup, les agriculteurs, tous les contenants de pesticides, fongicides, et ainsi de suite sont traités de façon indépendante. Puis je veux dire, ça fait partie des sources d'approvisionnement de Soleno, là, tous ces contenants-là. Puis vous pouvez les regarder, là, je veux dire, dans vos différentes installations, là, des contenants de... Tous vos contenants, en fait, là, sont tous faits en polyéthylène haute densité. Fait que ça, c'est déjà une des mesures en agriculture qui est par la bande une source d'approvisionnement de Soleno. Donc, rien de ça perd, rien de ça crée. Toute la matière vous revient. En fait, si on dit, voyez-vous des opportunités émergentes pour améliorer la gestion des déchets agricoles grâce à des innovations ou à des partenariats? Bien, Soleno, on a innové beaucoup, hein, puis les gens ne voient pas toujours ça parce qu'il y a des petits secrets d'État, on va le dire également, mais on est rendu loin dans le recyclage et dans la fabrication de résine. Ben tout à fait, je veux dire, on a des usines de haute technologie pour fabriquer justement des recettes avec différents types de contenants. Puis, on a même une usine qui va traiter les matières hautement contaminées aux hydrocarbures, puis ainsi de suite. Donc, je veux dire, traiter la matière pour en faire un produit, comme je disais tantôt, normalisé, là, tu fais pas ça dans le fond du garage. Là, ça prend des équipements de haute technologie avec une équipe, je veux dire, une équipe chevronnée, là, autant pour la recherche, le développement, que le contrôle de la qualité de tout ça là, en continu. Je rappelle, mon invité, c'est Guillaume Villemur, directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno. Guillaume, si on donnerait une image, tu sais, tantôt quand je te demandais la question, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les producteurs, là, ils collaborent, puis pas mal à part ça. Parce que quand on leur vend ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, à nous, de l'agriculture, un gros rouleau, on appelle ça un maxi, hein, c'est 1200 mètres quand même, ben, ils ont collaboré beaucoup à ce que nous, tous les produits qu'on a récupérés dans le bac bleu, là, et puis beaucoup à part de ça, là. En fait, Richard, comme on disait au départ, là, un maxi, on fait ça avec des bouteilles de polyéthylène haute densité, des bouteilles de plastique en bon français. Un maxi, on parle de 1,2 km. 1,2 km. En fait, si on veut faire une image très claire, nette et précise, ça a pris 6000 bouteilles. Donc, 6000 gestes de gens qui ont mis un contenant dans leur bac de recyclage. Incroyable, hein? 6000 fois. Alors, tu sais, si les gens se demandent, ben, les producteurs collaborent énormément parce que c'est un débouché qui est extrêmement important. En fait, ils collaborent en deux temps. Tu sais, en fait, ils collaborent parce que, on l'a dit tantôt, il y a le programme Agri-Récup, donc ils recyclent leurs contenants. Puis ensuite, ultimement, Richard, quand tu y penses 2 secondes, là, moi, j'ai la passion des bouteilles. Tu comprends? J'ai la passion des bouteilles de plastique 2. Mais ultimement, si on ne draine pas, on n'a pas besoin de les recycler, ces bouteilles-là. Fait que, tu sais, ultimement, si l'agriculteur achète un produit Soleno, il fait partie de cette économie circulaire-là. Il nous permet de recycler tous ces contenants-là, puis ultimement, ça va être pour nourrir la population. Puis, tout ça est très régional, tu comprends? Ouais. Très local. Local, Guillaume, parce que c'est l'économie, tu sais, locale. Donc, circuit court, hein, c'est un mot qu'on entend souvent dans l'environnement, dans le recyclage. Et plus que ça, Guillaume, parce qu'il y a beaucoup de contenants également, nous, qu'on reçoit, qui étaient des produits que les agriculteurs, les producteurs se servent. Puis je reviens à mon fameux pictogramme numéro 2. Eux, ils envoient ça à leur recyclage et nous, ça revient chez nous, puis on le transforme, on fait de la bille. Après ça, on va faire du tuyau avec. Exactement. Donc, ils font vraiment partie de cette grande collaboration-là. En fait, ils en font partie comme agriculteurs qu'Agri-Récup, comme citoyens avec le bac de recyclage et comme utilisateurs pour le mettre dans le champ. Donc, ils font partie de chacune des étapes à plusieurs occasions. On dit, est-ce que Soleno envisage d'explorer des nouvelles technologies ou méthodes pour améliorer l'efficacité du recyclage dans le secteur agricole? En fait, c'est pas nous qui sont les... en fait, nous, on va tout récupérer ce qu'ils vont envoyer au recyclage qu'on peut récupérer. Bien, en fait, premièrement, on fabrique des conduites. C'est important de fabriquer des conduites de qualité parce que, je veux dire, Soleno s'est taillé une place. Tu sais, si on recule, à l'époque, il y avait plusieurs entreprises québécoises qui faisaient ça. Soleno s'est toujours démarqué en termes de qualité de produit. Donc, ultimement, notre but, c'est d'intégrer un maximum de matière sans compromettre la qualité de notre produit. Il faut toujours s'assurer d'avoir un produit adéquat. Tu sais, ultimement, je pourrais bien mettre n'importe quel plastique dans la fabrication.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est un drain qui est solide. Mais Guillaume, il faut le rappeler, puis il faut le dire. Tantôt, on le disait, Soleno, comme d'autres fabricants, on est membre d'une institution aux États-Unis qu'on appelle le PPI. Puis eux, cet organisme-là, en fait, en fait, ce qu'ils font, eux autres, c'est de faire des tests. C'est de répondre à une certaine demande. Puis ils sont là pour fournir des données. Donc, c'est un organisme qui est neutre. Fait que quand ils publient quelque chose, c'est vrai. Oui, exact. Tu sais, je veux dire que ce soit sur la qualité des drains ou des différents types de conduites. Je veux dire, on parle beaucoup du drainage agricole. Bon, c'est la raison de notre entrevue, puis c'est les racines de l'entreprise. Mais je veux dire, on fabrique également des conduites à grand diamètre, toujours en matière recyclée, là, puis ça passe des tests très importants, là. Parce que ça aussi, ça a été à quelque part un certain combat avec certains organismes, là, à un moment donné, parce qu'ils disaient « Ouais, c'est recyclé, on n'est plus sûr. » C'est pas mal moins pire aujourd'hui quand on le confirme, qu'on a les certifications. Il faut juste continuer de les convaincre tout le monde ensemble. Tu sais, il y a 20 ans, là, on parlait de recyclage là, de plastique. Là. Les gens disaient « Oui, j'ai acheté des planches de patio en plastique. C'est venu tout croche, ça a changé de couleur. » Ça, c'est il y a 20 ans. Tu comprends? Mais aujourd'hui, le gars qui fait sa terrasse en plastique, là, on dit « Ah, il s'est acheté un produit garanti à vie. » Tu sais, en l'espace de 20 ans, on est passé d'un produit qui avait aucune crédibilité à cette heure à dire « Hey, wow, c'est un produit à vie. » Puis c'est incroyable, mais tu n'entends plus ça aujourd'hui. Il n'y a pas personne qui va remettre en doute aujourd'hui que, l'exemple que tu viens de donner, Guillaume, qu'un patio avec en planche de composite, parce que souvent, il y a du plastique, il y a d'autres mélanges également qui vont être dedans. Ben, tu as la paix, tu n'as plus besoin de rien faire. Puis tu n'entends plus dire, c'est-tu bon? Non, ça l'est bon, c'est prouvé. Exact. Fait que, tu sais, c'était nouveau, là, 20 ans. Aujourd'hui, on a développé, on a de la qualité. Puis, tu sais, nous autres, on a un produit qui est normalisé. Guillaume, dernière question dans le recyclage. Je sais pas, je pense qu'on a fait pas mal un bon tour de roue avant qu'on parle un peu de quincaillerie. Mais en conclusion, quel message tu aimerais transmettre aux auditeurs concernant l'importance du recyclage en fait, je dis le marché agricole, mais c'est tous les marchés. C'est important de mentionner. Je pense que c'est la gestion du gros bon sens, Richard. Le recyclage, ça fait partie du développement durable, économique, environnemental, social. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie en même temps de l'ADN des agriculteurs, de ne pas gaspiller ses ressources, de maximiser son implication dans la société, puis de faire des sous ultimement avec ça. Tu sais, le développement durable, là, c'est économique, environnemental, social. Ça devrait faire partie des bonnes pratiques de tout le monde. Puis les agriculteurs, en fait, font partie de notre écosystème chez Soleno, nous permettent ultimement de nous approvisionner. Puis ils sont extrêmement importants parce que, dans le fond, ils génèrent un volume, puis on l'a dit tantôt, ils génèrent un volume, puis eux, en même temps, mais ils collaborent au cycle, tu sais, j'allais dire, à la chaîne ben, tu sais, on est tous un écosystème. Tu sais, je veux dire, le recyclage, c'est extrêmement intéressant pour s'approvisionner en matière. Puis en même temps, les agriculteurs nous permettent de matérialiser tout ça. Puis, en bout de piste, eux, c'est pour nourrir les gens de façon locale aussi. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas tomber dans un plus beau modèle d'affaires que ça. Puis, je pourrais conclure là-dessus, Guillaume, sur le recyclage également. On parlait beaucoup des producteurs agricoles, productrices, mais il y a aussi tout le secteur forestier. En fait, tous les secteurs, les 4 secteurs chez Soleno sont mis à contribution, dans le fond. Ils collaborent en achetant nos produits, en achetant un produit Soleno, mais ils viennent de contribuer à l'économie circulaire, là. Ben exact, tu sais, je veux dire, on recycle 150 millions de contenants par année. Bon, à quoi ça sert? Ça sert à faire des conduites de drainage. Autant dans le domaine de l'agriculture que de la forêt, que au niveau résidentiel de la maison, puis même sur les routes. Fait que, tu sais, je veux dire, on le voit, on parle plus beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup de bouleversement climatique. On reçoit pas plus de précipitations, mais il arrive vite en baptême. Il arrive de façon différente. Exact. Donc, il arrive très rapidement. Fait qu'en fait, Soleno, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des solutions pour faire face à ces changements-là avec une matière qui est récupérée. OK. Guillaume, je vais sortir Guillaume Villemur là, du bac à recycle. On va sortir du recyclage du plastique, mais je sais que tu en parles encore avec passion. Puis on avait des notes, Guillaume, mais tu sais, on est parti, on a dit on va poser une question, puis on part avec ça. Mais là, Guillaume, il arrive dans les centres de rénovation. J'imagine que tu vas vouloir emmener ta touche d'environnement ou de recyclage aussi dans les centres de rénovation. As-tu déjà pensé à des idées, quelque chose? En fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que, bon, autant au Québec que dans les provinces maritimes, là, je peux vous dire que dans la dernière année, je n'ai vu des quincailleries, en fait, des centres de rénovation. Ouais. J'en ai visité un plus qu'un autre. Puis, tu sais, en me promenant dans les centres de rénovation, il y en a du plastique. C'est
incroyable. Les bouteilles qu'on recycle, en fait, là, j'apprenais à nos marchands toutes les bouteilles qu'on recyclait, mais même des produits également, tu sais, parce que je veux dire, une pelle en plastique, souvent, elle va se ramasser dans le bac de recyclage. En fait, j'ai plusieurs, je vais dire, idées intéressantes. J'en ai beaucoup d'idées, donc il faut que j'apprenne à les canaliser comme le président chez nous m'avait déjà dit. Guillaume, t'as beaucoup d'idées, il faut les canaliser. Mais oui, j'ai beaucoup d'idées, puis ultimement, je pense que les citoyens qui vont acheter nos différentes solutions là, chez les marchands sont intéressés également de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière, tu sais, parce qu'on se cachera pas là, qu'un drum met autour de ta fondation, une fois qu'il est installé, normalement, tu jaseras plus avec souvent, tu sais, c'est pas tellement sexy, mais très utile. Très utile. Au moins de savoir que quand tu installes un drain de 45 mètres, ben c'était des contenants, et ainsi de suite. Fait qu'il y a un gros, je vais dire, volet pédagogique, éducatif, que moi me tient très, très à cœur. Donc, des idées, il va sûrement avoir une petite touche qui va arriver dans un centre de rénovation prochainement avec un petit peu de recyclage. Parce qu'on pourrait parler de la construction en terminant, Guillaume, mais si on regarde l'industrie de la construction également, puis tu sais, tu regardes un chantier souvent, là, tu te dis, wow, ici, là, il y a matière à recycler beaucoup d'affaires. Hein? Tu sais, une construction neuve, veut pas, ça génère des déchets. Richard, tu sais, au début de l'entrevue, je parlais de travailler un peu plus comme nos grands-parents, mais avec les technologies d'aujourd'hui. En fait, l'industrie de la construction est en train de se questionner. Pour aujourd'hui, là, comparativement à il y a 20 ans, on parlait de l'industrie de la démolition. Là, on vient revoir la déconstruction. Puis je vais vous donner l'exemple. Monsieur Gélina. Tu connais pas Monsieur Gélina, mais c'est un de mes amis. C'est un de mes amis, un jeune de 83 ans. Puis lui, plus jeune, il avait été démolir un bloc à Saint-Élie-de-Caxton, un triplex. OK. Il est allé le débâtir. Puis dans ce temps-là, tu devenais un maître de la barre à clous. Parce que des clous, t'en avais. Tout en bois. Puis ultimement, il a défait son triplex. Tu sais ce qu'il a fait avec ça? Il l'a récupéré, non? Un duplex. Un duplex. Ah, Il y a eu un peu de perte. Tu comprends? Ouais. Mais on parlait de déconstruction. Donc, en fait, ton stud, là, il avait peut-être plus 8 pieds. Mais dans ce temps-là, il savait comment splicer un 2x4. Puis en fait, il en prenait 2 pour en faire un. Mais il gaspillait rien. Fait que l'industrie de la construction est en train de se refaire une beauté, de travailler fort parce que c'est effectivement un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rejets. Les salaires sont quand même, je dirais pas élevés, je vais dire compétitifs pour rester dans le terme. Mais tout ça pour dire qu'on fait attention à nos ressources, mais ultimement, l'industrie de la construction a beaucoup de défis en termes de gaspillage, ces chantiers et ainsi de suite à régler. Guillaume Villemur, directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno, merci beaucoup. C'était un plaisir, Guillaume. Plaisir partagé, Richard. Un plaisir. Vous écoutez le balado agricole Soleno.